Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je salue encore une fois ce soir, on est en personne, mais pas encore, on est à travailler là, pour s'organiser, pour accueillir du public à notre séance. Je ne sais pas si ça va être pour le mois d'août, fort probablement septembre, où on va pouvoir là, en septembre accueillir des citoyens ici à l'Hôtel de Ville. Donc, sans plus tarder, je salue particulièrement ce soir Mme Françoise Ménard qui est avec nous, qui nous accompagne pour cette séance-là. Puis également, on a avec nous M. Jean-Daniel là, qui est là, qui tout à l'heure va nous faire, qui est aux travaux publics, ingénieur à la Ville de Baie-Saint-Paul et qui tout à l'heure va nous présenter rapidement là, les travaux prévus pour le chemin Saint-Laurent. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Mme Ménard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par la sous-signée, assistante greffière de la SUDIC municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 13 juillet 2020 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette à Baie-Saint-Paul, à huis clos. Les sujets traités seront alors les suivants. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, règlement. D1, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2020-7 pour le lot 3 623 416 situé dans le rang Saint-Jérôme. En 2, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2020-08 pour le 96-92 rue Saint-Joseph. En 3, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D 2020-09 pour le 770 boulevard Monseigneur de Laval. En 4, adoption finale du règlement R 755-2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin de définir les règles applicables à l'agriculture urbaine et la garde d'animaux de ferme. En 5, adoption finale du règlement R 756-2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser les micro-entreprises industrielles complémentaires à un usage résidentiel en milieu rural. En 6, consultation écrite portant sur le règlement R 757-2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'ajuster le cadre réglementaire applicable au contingentement des résidences de touristes sur l'ensemble du territoire et aussi spécifiquement pour certains projets domiciliaires, ainsi que de définir l'usage et les règles applicables aux établissements de résidence principale, dépôt des questions et commentaires reçus. En 7, adoption du second projet de règlement R 757-2020. En 8, présentation du projet de règlement du chemin Saint-Laurent. En 9, adoption du règlement R 760-2020, décrétant un emprunt et une dépense de 4 520 000, y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus, et visant l'exécution de travaux de réfection du chemin Saint-Laurent. En 10, adoption du règlement R 761-2020, régissant la vitesse de circulation sur le chemin Saint-Laurent. Résolution. Administration et législation. 1. OMH, rehaussement du plafond de revenus déterminant les besoins impériaux. 2. Plateforme technologique, achat de serveurs. 3. Construction d'une centrale d'énergie à la biomasse, adjudication de la soumission. Sécurité publique, voirie et hygiène du milieu. 4. Ajout d'un dégrilleur à la station d'épuration, adjudication de la soumission. En urbanisme, programme Rénovation Québec, autorisation de paiement pour le 70 rue Saint-Jean-Baptiste. Loisirs, parc et culture, affaires nouvelles, correspondance. Lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juin. Période d'intervention des membres du Conseil, questions du public, levée et ajournement de la séance. Merci, Mme Ménard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Luc Goudreau, c'est appuyé. C'est appuyé de Ghislain Boily. Maintenant, on passerait au point D, qui est règlement.
Donc, en 1, c'est le dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D2020-07 pour le lot 3623416 dans le rang Saint-Jérôme. Donc, on parle ici d'une dérogation dont la nature est d'autoriser un abri, refuge, en milieu boisé, hors du périmètre urbain, sur un terrain de 0,54 hectares de superficie, alors que le minimum prescrit pour un terrain est de 5 hectares. On nous dit ici le lot est enclavé. Le lot est situé à plus de 90 mètres du chemin public. Le terrain ne comporte actuellement aucune construction, donc le refuge aura une superficie de 11,22 mètres carrés. Le refuge ne comportera pas d'installation septique ni d'eau courante. Et la future construction respectera toutes les autres dispositions relatives au milieu boisé, donc qu'on a dans notre règlement de zonage. Le refuge est peu visible du chemin. Et d'ailleurs, on a ici là, une photo. Et permettra au propriétaire de profiter du terrain qu'il a là-bas. Donc, à la lumière de tout ça, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est d'autoriser la dérogation mineure. Je ne sais pas, nous, ça a été publié, mais on n'a pas eu aucun commentaire par rapport à la consultation. Donc, s'il n'y en a pas d'autres de la part du conseil municipal, moi, je vais demander une proposition pour l'adoption de la demande de dérogation. Je vais le proposer. Luc Goudreau. Je vais le seconder. Ah, Michael Pilote appuie. Luc Goudreau, donc, propose. Michael Pilote appuie. Ça va pour tout le monde? Oui? OK. Maintenant, dépôt des commentaires et reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D2020-08 pour le 86-92 rue Saint-Joseph. Donc, ici, la nature de la dérogation ici, c'est d'autoriser pour un garage privé isolé existant une marge de recul latérale de 0,45 mètres alors que le minimum prescrit est de 1 mètre. C'est un garage qui a été érigé en septembre 85. Il ne crée pas de nuisance à la propriété voisine. C'est étroit, on le sait, les lots dans ce secteur-là de la rue Saint-Joseph, là, c'est passablement étroit. Plusieurs hangars agricoles sont déjà là et avec le même type de marge de recul. Ça a été fait à une certaine époque, c'était pas évident. Donc, ici, on vient rendre conforme quelque chose qui est là. C'est un fait établi. Là. Et donc, souvent, les dérogations mineures servent particulièrement pour ces dossiers-là. On n'a pas eu, je pense, de commentaires là-dessus, Mme Ménard. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour adopter? Mme Thérèse Lamy, est-ce que c'est appuyé? M. Ghislain Boilly. Maintenant, dépôt des commentaires reçus et adoption de la demande de dérogation mineure D2020-09 pour le 770 boulevard Monseigneur de Laval. La nature de la demande ici, c'est d'autoriser une superficie de 874,84 mètres carrés pour l'agrandissement d'un bâtiment d'entreposage alors que le maximum prescrit est de 100 mètres carrés. Donc, s'il y a comme commentaire ici, à la fois du service d'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, c'est la superficie demandée est 8 fois plus grande que celle exigée. L'entreprise de construction est située dans une zone de villégiature. Le projet inclut l'abattage de plusieurs arbres ainsi qu'un remblai. Le revêtement extérieur de l'entrepôt sera la tôle commerciale brune. Le terrain a déjà 3 bâtiments d'entreposage et un temporaire en toile. Donc, certains bâtiments n'ont pas de revêtement extérieur conforme. À la suite du projet, il ne restera qu'un seul bâtiment d'entreposage en plus de l'entrepôt projeté, cependant. L'entrepôt pourra être visible de la route 138, du terrain de la Pigneronne ainsi que du centre-ville. Donc, la recommandation ici, actuellement, recommande un seul entrepôt d'une superficie. Le CCU recommande un seul entrepôt d'une superficie maximale déjà autorisée, donc de 300 mètres carrés.
Que les autres bâtiments d'entreposage, la recommandation soit retirée, la recommandation du CCU, et donc actuellement, le CCU, à la suite de tout ça, recommande au Conseil de refuser la dérogation mineure telle qu'elle est présentée. Donc, est-ce qu'on a eu, on n'a pas eu de commentaires, par contre, par rapport à cette dérogation-là. On en a discuté ce matin. Et je pense qu'évidemment, en partant, là, le fait qu'on parle ici de 8 fois la grandeur, c'est vraiment... là, on est dans quelque chose d'assez majeur, d'important. Et donc, qui a fait que, je crois, on va avoir une résolution là, telle qu'elle est là, en tout cas, à tout le moins de reporter cette demande-là, si ce n'est de la refuser. Oui, Madame Lamy. J'allais proposer, depuis que la demande est là-dessus, la recommandation de ceci, d'accepter donc la recommandation donc de refuser la dérogation. De refuser la dérogation telle qu'elle est présentée. OK. Là. Donc, dans une proposition, est-ce que c'est appuyé? Appuyé, M. Luc Goudreau. Oui? Si vous refusez la dérogation ce soir, monsieur, le demandeur devra déposer une nouvelle demande. OK. Parce que, je ne sais pas si vous Alors avez... si vous reportez, on peut inviter le demandeur à s'asseoir avec lui pour un projet moindre. Puis ça revient au Conseil, puis ça repasse par le CCU. C'est vrai, François, tu as raison, puis c'est bien de le rappeler. Puis c'est ce que j'allais faire, parce que je pensais qu'il s'en venait de résolution dans ce sens-là. Puis m'excuse, parce que cet après-midi, François nous a envoyé un document qui parle de notre règlement de dérogation mineure, puis ça va dans ce sens-là. Si on peut, vous savez, aujourd'hui, il y en a qui parlaient peut-être d'aller à 400 mètres carrés, un seul bâtiment d'entreposage à 400, hein? Mais dans ce qui nous est dit ici, si on va à moindre, on veut présenter, il faut que le demandeur nous fasse la demande et il faut que ça repasse au CCU pour la suite revenir au Conseil. Mais à ce moment-là, il n'y a pas besoin de déposer une autre... comprendrez, il n'y a pas besoin de payer pour une autre dérogation mineure. Fait ce qu'on suggère, ce que François suggère, à partir du document... Je ne sais pas si vous aviez eu le temps de le lire, là, elle nous l'avait envoyé cet après-midi. Non, je ne peux pas. À partir Monsieur le maire, dans ce cas-là, vous êtes prêt? Je vais changer faire votre proposition dans ce senslà. Ma proposition de travailler avec, comme vous venez de l'expliquer. Alors, donc, je propose que l'on refuse de se présenter tel quel, mais qu'on reporte plutôt. Voilà, qu'on reporte et qu'il soit présenté. Qu'il soit présenté une nouvelle demande qui sera préparée de concert avec le service d'urbanisme. Qu'on demande à M. Gay de refaire une demande autour de... On parlait d'un bâtiment à 400 mètres carrés. Qu'on demande à M. Gay de faire la demande, puis le CCU aura à se prononcer sur cette nouvelle demande. Donc, ça va? Moi, ça me convient très bien parce que j'aurais demandé le vote sur le principe. OK. C'est beau. Est-ce qu'on a une résolution sur la table? Là? Oui, Mme Lamy l'a proposé, puis M. Goudreau l'a... Oui. Je demande la parole avant de voter. Allez-y. Parce que je demande le vote. Ah, le vote est demandé, OK. C'est beau. Même sur le... Non, je regardez, pas faire ça? M. Fizette, expliquez-nous. Bon. D'abord, si je prends la recommandation du CCU, OK, puis je m'en vais au considérant, je constate que le quatrième considérant va dans le sens de identifier cette construction-là dans une zone de villégiature. Puis moi, je veux ici indiquer que ces installations-là sont arrivées bien avant qu'on caractérise ce secteur-là, et que la municipalité caractérise ce secteur-là, et de un. Et de deux, on cherche, Baie-Saint-Paul, à diversifier notre économie. Donc, on veut appeler des nouvelles entreprises, puis on n'a pas vraiment de coin pour les recevoir. Alors, si on a des entreprises déjà sur place qui ont des projets, je trouve qu'il faut les encourager. L'autre considérant, concernant le projet, inclut l'abattage de plusieurs arbres ainsi qu'un remblai. Ça, c'est deux choses qui ont été autorisées pour la Pigneronde et ils ont réussi à faire un remblai acceptable. Ils ont réussi à planter des arbres en remplacement. Alors, je pense que le même ici pourrait en faire autant. Un autre considérant certains bâtiments d'entreposage ne comportent pas de revêtement extérieur conforme. Moi, je pense qu'on n'a pas à refuser une demande de dérogation parce que ça n'est pas conforme à un revêtement extérieur. On pourrait tout simplement dire, rends conforme ton revêtement.
L'autre considérant va dans le sens où il ne restera qu'un bâtiment d'entreposage. Alors donc, il dit, considérant, suite au projet, il ne restera qu'un bâtiment d'entreposage. Déjà, dans les considérants, on signalait que c'était souhaité qu'il y ait juste un entreposage. En plus, d'après les photos qu'on voit, il y a une amélioration significative quant à la qualité visuelle du site, OK? Sans compter en plus qu'on est à proximité de Pigneron, qui aura la vue là-dessus. Considérant l'entrepôt pourrait être visible de la route 138. Bien, moi, je trouve ça correct qu'on voit de la 138 qu'on a de l'activité à Baie-Saint-Paul autre que de recevoir des touristes, évidemment. Considérant que l'entrepôt pourrait être visible, donc, puis considérant que les membres du CCU recommandent un seul entrepôt d'une superficie maximale déjà autorisée, 300 mètres carrés. Alors, moi, je me demande sur quelle base on pourrait en arriver à passer de 100 à 300 plutôt que de 100 à 800, puis de 300 à 400 au lieu de 300 à 800. À toute fin pratique, je questionne ce rationnel-là. Considérant que les membres du CCU recommandent la conservation des arbres, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la conservation des arbres, les arbres peuvent être remplacés. Considérant que les membres du CCU considèrent que les exigences applicables à l'article sont rencontrés. Ça, c'est un fait. Je suis allé vérifier c'est quoi que ça voulait dire, ces articles-là. Et finalement, c'est de la conformité comme quoi le CCU est impliqué ou peut s'impliquer à ces niveaux-là. Alors, moi, pour ces raisons-là, je trouve qu'on n'a pas à refuser une telle demande, OK, puisqu'en plus, on veut encourager le développement économique diversifié. Merci, M. Fizette. Donc là, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, moi j'aurais un seul commentaire. Oui, M. Duchesne. Moi, je pense qu'on remet au CCU une demande de reporter la décision parce que je pense que réellement, entre le 100 mètres et le 300 prescrit que le CCU permet, il y a une marge entre les deux. Oui. Et je crois qu'un bâtiment de 800 mètres carrés à cet endroit est trop volumineux. Hey, c'est l'entrepôt presque de BMR à cet endroit-là. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu de demander à M. Gay de vérifier, de valider l'ensemble de ses besoins et de voir qu'est-ce qu'on pourrait lui autoriser de par une nouvelle demande, pas une nouvelle demande, de s'asseoir avec le CCU et l'urbanisme pour avoir une norme plus, je dirais, justifiable, là, qui correspond plus aux besoins actuels de M. Gay. Et je pense que ça se comprend. Ouais. Donc, ce que je comprends, M. Duchesne, vous êtes en accord avec la proposition qu'on a ici? Moi, je voudrais juste ajouter un commentaire, M. le maire. Oui, mais là, on est pas mal au fait. Là, la chose est bien positionnée. Oui, allez-y rapidement. Oui. C'est beau. Ben, c'est beau, on arrête là. C'est sûr, non, je ne vous disais pas d'arrêter, mais je disais allons-y rapidement. Mais je pense que c'est bien posé comme c'est parce que, en fait, oui. Là, okay, c'est que moi, dans mon livre à moi, là, oui. Si j'ai besoin de 800 mètres carrés pour pouvoir me ramasser, là, oui. Puis qu'on me dit non, c'est pas 800, ça va être 300, ben soyez assurés que je ne serai pas ramassé de tout. Il va y avoir des traîneries autour. C'est sûr. M. Fizette, je pense que c'est légitime comme commentaire, effectivement, mais écoutez, là, la proposition est haute actuellement. Donc, j'ai une proposition, j'ai une demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables à surseoir sur la dérogation puis à rencontrer M. Guy et qu'il fasse une autre demande? Quels sont ceux qui sont favorables? Contre? Ça va, c'est accepté majoritairement. Donc, maintenant... Adoption finale du règlement R755-2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin de définir les règles applicables à l'agriculture urbaine et la garde d'animaux de ferme. Donc, écoutez, on est à l'adoption finale. Je ne pense pas que j'ai besoin encore de revenir là-dessus. C'est toute la question des jardins possibles et également la possibilité d'élevage. Hein. On parle de nos fameuses poules, n'est-ce pas? Et je vois M. Kidd qui fait signe de la tête. Donc, voilà, qui vient encadrer.
Puis on parle de lapins également. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une proposition Monsieur le maire, proposée? je propose que les poules et les lapins soient légitimes. Je vais le proposer. C'est proposé. C'est appuyé de Michael Pilote. Et je pense... Entre autres choses. Je rappelle qu'on légitime des choses qui étaient déjà pas mal là. Il y en avait pas mal. Maintenant... Oui, allez-y, M. Fizette. Oui, juste pour ajouter, je vais voter en faveur, bien sûr, mais ma déception va dans le sens où l'article 6e dit que la vente des produits du potager n'est pas autorisée. Ça, je trouve ça dommage qu'on puisse produire des choses dans un jardin pour qu'on ne peut pas en disposer autrement que de le consommer ou de l'envoyer au compostage. Merci. Ça avait été discuté, effectivement, mais la position, je pense, c'est justement pour éviter l'activité commerciale. Je pense que c'était dans ce cadre-là qu'on l'a travaillé. Ça va? Maintenant, adoption finale du règlement R756-2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser les micro-entreprises industrielles complémentaires à un usage résidentiel en milieu rural. Donc, et c'est un règlement également dont on a parlé déjà quelques fois. On revient à la suite d'une demande à la MRC pour régulariser certaines situations. Mais ce qu'on nous a suggéré, c'est de revenir à ce que le schéma d'aménagement permet. Évidemment, on le sait, on l'a dit. Là, on va permettre certains petits ateliers. C'est sûr qu'on ne répond pas aux demandes. On avait des demandes pour plus grand que ça. Mais on vient pas répondre à ça ici, mais au moins, on vient réintroduire la possibilité d'ouverture de certains ateliers mécaniques ou de réparation de différentes choses ou autres. Et donc, comme bâtiment complémentaire en zone blanche ou en zone agricole. Donc, voilà. Forestière, je veux dire, agroforestière. Donc, voilà. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption finale de ce règlement-là? Je vais le proposer. M. Boily? Je vais le seconder tout en Monsieur mentionnant Duchesne, oui, que pour allez-y. ceux qui ne sont pas inclus dans le règlement, le Conseil a pris la décision aujourd'hui de revenir dans une séance ultérieure en plénière pour valider l'ensemble des problématiques que le territoire concerne. Donc, on va revenir avec les autres dimensions. Ça va? Merci, M. Duchesne. En tout cas, sûrement ça va revenir à un moment donné, puis on va voir de quelle façon on répond à d'autres demandes qu'on a eues, puis comment on peut réussir à y répondre. C'est pas évident, mais on va voir comment on peut le faire. Maintenant, consultation publique. Donc, concernant le règlement R757-2020, qui vient modifier le règlement de zonage. Donc, on parle ici principalement dans le but principal, donc d'ajuster le cadre réglementaire applicable au contingentement des résidences de tourisme sur l'ensemble du territoire et aussi spécifiquement pour certains projets domiciliaires, ainsi que de définir l'usage et les règles applicables aux établissements de résidence principale. Donc, le dernier bout, là, les établissements de résidence principale, c'est en lien avec le règlement provincial qu'ils ont amené en réponse à tout ce qu'il y avait sur les fameux Airbnb et tout, là. Donc, nous, on vient se conformer par rapport à ça. Pour le reste, au niveau, on le sait, on a plusieurs, on l'a déjà dit, il y avait des projets importants, d'autres plus petits projets pour augmenter le nombre de résidences de tourisme. Ce qu'on est venu faire ici, oui, il y a une augmentation, mais beaucoup moindre que ce qui était demandé. On a essayé de le faire de la meilleure façon possible. En fait, on vient augmenter à 25 %. Vous savez, on avait des quotas dans la plupart des zones entre 10 et 15 %. On arriverait à 25 % pour la plupart des zones maintenant, pour les quotas. On maintiendrait l'idée qu'il n'y en aurait pas d'autres dans les périmètres urbains ici. Par contre, on a eu, en cours de route, on a eu, je pense, par rapport à Mme Ménard, par rapport à la consultation, on a certaines personnes qui se sont exprimées là-dessus. Là. En fait, on a eu des demandes pour ajouter des secteurs, soit la rue Notre-Dame, oui. puis la rue Sainte-Anne. Oui. Puis entre le premier projet et le second projet, il y a eu un ajustement qui a été fait au niveau du domaine Charlevoix. Oui. Le domaine Charlevoix qui avait demandé à concentrer
les résidences de touristes, parce que le domaine Charlevoix est divisé en plusieurs zones, et nous, on y allait dans chaque zone, et là, on nous a demandé de concentrer dans une des zones, là, les zones exactes, je ne m'embarquerai pas trop là-dedans, mais simplement dire dans une des zones, de concentrer résidence de touristes plus dans une zone, ce qu'on est prêt, c'est dans le règlement. Oui, voilà. Et c'est ce qu'on est prêt à faire. Et pour les deux autres demandes, bien évidemment, c'est en lien avec le périmètre urbain. Là, le Conseil a décidé de ne pas aller de l'avant avec ces demandes-là. Donc, donc voilà ce qu'on avait comme ce qu'on a eu en cours de route. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres commentaires à faire là-dessus. Autrement, moi, je vais prendre une proposition pour l'adoption du second projet de règlement R757-2020. Luc Goudreau. Je l'appuie. M. Gaston Duchesne l'appuie. Ça va pour tout le monde? Oui, M. Levain, juste oui, allez-y, Mme Lamy. Oui, allez-y. L'esprit, pour expliquer l'esprit de ce règlement-là, évidemment, c'est d'essayer de répondre aux attentes exprimées par les citoyens, d'une part. D'autre part, c'est aussi d'ajuster, d'encadrer les gens. Pardon, les gens se demandent pourquoi on fait telle chose. Bien, c'est qu'il faut encadrer aussi le tourisme. Et on voit, c'est un hasard, mais ça arrive comme ça, ce qu'on vit actuellement, où on est vraiment dans une période de surtourisme. Et on peut voir qu'il y a des inconvénients aussi, puis qu'il y a donc une nécessité d'arriver à un encadrement pour aussi préserver la qualité de vie des citoyens qui vivent ici à l'année. Fait que je pense que c'est important que les gens retiennent que ça, c'est dans cet esprit-là aussi que ce règlement-là, on l'a modifié, puis qu'on a aussi, bien, comme vous l'avez dit, M. le maire, incorporé le règlement provincial là, sur la propriété, la location pour les propriétaires occupants. Fait que je pense, moi, j'invite les gens, s'ils veulent avoir des détails, à communiquer avec le service d'urbanisme qui pourront leur dire exactement c'est quoi là, les considérants puis les conditions requises pour ce nouveau règlement-là. Monsieur le maire, j'aurais une question. Oui, M. Boilly. Par rapport à ça, est-ce que quand, mettons, tu t'essailes ou bien tu trouves ou bien tu as une résidence qui est un peu clandestine, est-ce que tu peux la déclarer? Est-ce que tu peux aller jusque-là? Là, vous me posez une question. Là, je ne suis pas dans... si elle n'est pas reconnue au niveau des règlements, elle n'est pas reconnue au niveau des règlements, écoutez, je ne peux pas vraiment aller plus loin que ça. Jusqu'où ça peut aller? Hein? Juste pour savoir jusqu'où ça peut aller. Monsieur le maire, est-ce que le principe, je ne réponds pas nécessairement à cette question-là de M. Boilly, mais moi, je me dirais que, dans le fond, par rapport à la loi ou par rapport à la loi en général, quelle qu'elle soit, si elle touche ça, puis on ne va pas être complice de l'illégalité, en principe. Si on choisit de l'être, bien, c'est un choix que chacun assume. Mais moi, je ne voudrais pas être complice d'une chose que je sais illégale. Est-ce que là, avoir assumé les conséquences de ce que ça représente? Alors là, c'est à chacun de se guider là-dedans. Là. Mais je pense qu'on le voit dans d'autres domaines, dans le cas de transactions ou de situations où il y a des changements, les personnes vont venir ici pour se rendre, régulariser la situation. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on va voir si, oui ou non, on est capable de le faire. C'est toujours la même, je pense que c'est toujours la même situation par rapport à ça. Donc, Monsieur oui, Fortin, si vous me le permettez. Oui, M. Duchesne. Juste mentionner que dans plusieurs cas, à la ville de Baie-Saint-Paul, le Conseil a agi de façon à faire en sorte que le règlement soit respecté. Et je nommerai pas les cas, mais vous les connaissez tous. Donc, on a agi avec discernement en demandant aux gens qui n'étaient pas conformes de respecter la réglementation en vigueur de la ville de Baie-Saint-Paul. Oui, c'est beau. Et c'est sûr que ça n'empêche pas des gens de glisser. Là. On ne peut pas toutes les faire, mais majoritairement, dans une grande majorité des cas, je pense que ça se passe assez bien finalement. Donc, maintenant, on passerait maintenant au point 8, qui est la présentation du projet de réfection du chemin Saint-Laurent. Donc, avec nous, nous avons M. Jean Daniel, qui est ingénieur à la ville et qui a travaillé depuis le début sur ce projet-là. Peut-être un petit historique. Il y a quelques années, déjà, on avait demandé, dans le cadre à la MRC, on nous offrait, le gouvernement du Québec nous offrait, il y avait une subvention pour analyser certains coins de route ou de rue
qui pouvaient être problématiques au niveau de la sécurité. Et il y avait, pour aller vers un programme qui pourrait aider à améliorer la situation. Sur le territoire de Baie-Saint-Paul, il y avait particulièrement deux endroits, je pense 3, là. Mais il y avait la rue Forgette ici. Il y avait également le chemin Saint-Laurent, puis je pense qu'il y avait l'intersection Côte-de-Pérou, si je me souviens bien, qui avait été analysée. Hein, M. Daniel, c'est ça? Qui avait été analysé. Donc, écoutez, quelques années plus tard, nous, on a continué, parce qu'on savait que dans le chemin Saint-Laurent, on a des demandes et qu'il y a un grand espace du chemin Saint-Laurent qui est à refaire. Et on a continué de travailler avec le ministère dans le cadre du programme. À un certain moment donné, on était près d'une réalisation. Le budget du programme est épuisé. Et on a continué, nous, de travailler sur le projet de faire des démarches auprès du ministère. Et là, on en arrive avec une offre du ministère. Dernièrement, on est revenu, puis on nous amène une possibilité là, intéressante de participation gouvernementale là, dans un projet que M. Daniel va nous expliquer à l'instant. Donc, M. Daniel. Oui. C'est en rapport avec ce que vous venez de dire. J'ai peut-être manqué un chapitre à l'histoire, là, mais quand on a fait les premières études à ça, il était question que la subvention venait dans l'ordre de 75 à 90 %. Oui, c'est encore ça. Puis, non, c'est indiqué dans l'offre ici de 65 à 90 %. Est-ce une erreur ou on a eu une coulée vers le bas? Non, c'est une erreur. C'est entre 75 et OK, 90 d'accord. effectivement. Oh oui. Il faudrait peut-être, madame, OK. faudrait peut-être que madame... Oh oui, c'est correct. OK, M. Daniel, on y va. Donc, bonsoir tout le monde. Là, je voudrais dire que je vous avais dit 15 minutes. Hein? 15 minutes, puis si vous... Voilà, on y va. Parti. Donc, il n'y a pas de problème. Le programme en question que M. le maire faisait référence, c'est le programme du ministère des Transports qui s'appelait et qui s'appelle le PISRIM. En fait, là, je vous épargne la définition, mais c'est le programme d'intervention de sécurité routière. Donc, c'est le programme en question que la Ville s'est dotée, en fait, a approuvé il y a quelques années pour améliorer la sécurité routière. Donc, principalement pour les travaux du chemin Saint-Laurent. La lacune qu'il y avait, c'est qu'il était trop étroit pour permettre, entre autres, la circulation des cyclistes. Donc, ce chemin-là, en plus d'être, disons, vieux, c'est un vieux chemin quand même, qui demande des interventions. Mais le prémisse de ce programme-là, c'était de le mettre sécuritaire. Donc, ce chemin-là était beaucoup trop court, trop étroit, c'est-à-dire. Et en l'élargissant, bon, il faut prolonger les ponceaux, il faut refaire presque la totalité du pavage. Donc, rassurez-vous, dans ces travaux-là qui ont été présentés dans le cadre du RIRL, donc le programme qui finance les travaux au ministère, on a passé toutes les étapes. Tout ce qu'on attend, c'est la lettre finale du ministre. Mais on va de l'avant avec les appels d'offres qui vont avoir lieu de la mi-août au début septembre pour un mandat cet automne. Donc, un programme des travaux de construction qui s'élèvent à peu près à 4 millions de travaux sur 3 kilomètres, grossièrement. Je vous montre de haut à haut ici sur la carte. Donc, ça part de la ferme du Gouffre. Pour ceux qui connaissent bien le chemin Saint-Laurent, c'est là qu'il devient justement trop étroit. Et ça va jusqu'au camping du Gouffre. Donc, on parle d'environ 3 kilomètres de travaux. Et écoutez, dans ce secteur-là, il y a une intersection importante, c'est les côtes de Saint-Aur, qui va être, on ne refait pas la côte naturellement, on se limite juste à l'intersection. Pouvez-vous agrandir ça? Ça s'agrandit, ça? Oui. Ah, oui. Tiens, oui. Donc, c'est sûr qu'on perd un peu de résolution là, lorsque je la... Ah bon. Et peut-être celle qui résume le mieux là, les travaux qu'on va faire, c'est bien cette photo-là ici. Donc, on part d'un chemin qui a actuellement environ 6,5 mètres de largeur
Et à la fin des travaux, on va avoir 9 mètres de largeur totale pavée. Mais il ne faut pas oublier que là, on va bien signaliser, on va bien mettre le lignage en fonction d'avoir 1,5 mètre de chaque côté pour les cyclistes, donc pour le sentier cyclable là, unidirectionnel de chaque côté de la route, ainsi que tous les entrées, naturellement, de maisons, de résidences, de fermes, de commerce, mais dans ce secteur-là, il n'y a pas de commerce, mais c'est surtout des fermes et de l'agriculture. Et on va en même temps conformer les entrées de chacune des résidences et des commerces. Donc, grossièrement, le règlement municipal est de 7 mètres pour une résidence et 10 à 11 mètres pour les commerces ou les fermes. On a ça qu'on veille aussi lorsqu'on refait à neuf des secteurs, des chemins, des routes. C'est ce qu'on fait lorsqu'on fait ces travaux-là. Et aussi, je ne sais pas, M. le maire l'a mentionné à cette réunion, il va y avoir naturellement une baisse de la limite de la vitesse, donc qui est actuellement sur presque la moitié du chemin est à 80 et 50 km/h. Maintenant, ça va être totalement 50 km/h. Donc ça, c'était des obligations du ministère pour, un, qu'on ait l'argent pour faire les travaux, et deux, aussi assurer une sécurité adéquate là, dans ce secteur-là du chemin Saint-Laurent. Donc, la baisse de vitesse pour presque la moitié du chemin, en ce moment, est à 80, on va tomber à 50 km/h. Et connexe à ces travaux-là, il va y avoir donc, si je peux aller à la page 2, il va y avoir un aménagement d'un aire de repos à l'intersection Sainte-Croix, juste un peu plus loin que les travaux, mais dans le cadre de toute la mobilisation de ces travaux-là, la Ville aimerait embellir un peu ce secteur-là et offrir un aire de repos qui n'y a pas du tout là, dans le secteur Saint-Laurent, qui est un secteur très, très, très utilisé pour les cyclistes. Hein. Des endroits où il n'y a pas de grosses montagnes, dans Charlevoix, il n'y en a pas beaucoup. Fait que les cyclistes amateurs et même professionnels, d'ailleurs, on sait qu'il y a souvent des compétitions cyclistes ici à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un secteur où il y avait absolument rien comme accueil. Donc, cette petite halte. Mais en 2017, il y avait déjà eu une étude pour faire un aire de repos, considérant aussi l'aspect historique et culturel de l'ancienne goudronnerie qu'il y avait là au coin de Sainte-Croix et Saint-Laurent. L'autre élément important, on va attendre un petit bug. Ben. OK. On va essayer de trouver ça. Sinon, on va nous l'expliquer verbalement, je pense. Oui. Vous pouvez parler là, de la reconfiguration de l'intersection, hein, la Sainte-Croix. Là, cette configuration-là va permettre quelques espaces de stationnement, ni plus ni moins. Pour l'instant, il y a une conformité aussi à faire au chemin. Pour ceux qui connaissent l'intersection, il y a des lacunes importantes à cette intersection-là qu'on va tenter de corriger en même temps. Donc, il y a une certaine mise en conformité parce que l'intersection est problématique en soi. Quand ça va être terminé, on va pouvoir voir comme il faut c'est quoi la halte. Donc, je voulais vous amener à le dispositif pour la baisse de vitesse. Donc, on appelle ça une chicane ou une musoir. Donc, c'est un petit dispositif. OK, on l'a ici. Donc, vous allez voir ça apparaître au centre de la chaussée. Donc, c'est un obstacle volontaire pour réduire la vitesse. Donc, vous savez, dans Sainte-Anne, on a certains dispositifs pour aussi abaisser la vitesse. Ça, c'en est une qui est c'est pas une option de la faire. Donc, ça vient avec le programme. Le programme est là pour améliorer la sécurité. On veut vraiment
baisser la vitesse. On veut vraiment que les gens s'appliquent à avoir ce réflexe-là dans ce secteur-là. Donc, pour la transition de 80 à 50 km/h, il va y avoir un élément motivateur. Elle va être située à quelle hauteur, là, si on veut? Pas loin du camping du Gouffre. Pas loin du camping du Gouffre, OK. Du camping du Gouffre. Une question d'éclaircissement, si vous permettez, M. Fortin. Oui. Ce matin, lorsque nous étions en étude, on ne parlait pas d'un terre-plein là, pour cette chicane-là dans le milieu de la rue. On parlait de ça plutôt, là, de rétrécissement de la rue. Et là, on se rend compte qu'on se retrouve avec une chicane en plein centre de la rue. C'est ça ou pas? Oui, c'est exactement ça que propose le ministère des Transports lui-même. On est assujetti à cette proposition-là. On est plus qu'assujetti à cette proposition-là. On doit la faire. Ouais. Il va y avoir juste une parce que l'autre côté arrive déjà à 50 km/h de la ville. Donc, on est déjà dans un dispositif de 50 km/h. Ce chemin-là, il n'est pas à 40. À moins que je me trompe, là, il va rester toujours à 50 km/h. Et il va continuer jusqu'au camping du Gouffre. De toute façon, il y a des courbes, il y a toutes sortes d'éléments dans ce secteur-là qui fait en sorte que la vitesse était problématique. Mais, excusez, excuse encore une petite question je comprends la situation, mais vous savez, dans le chemin Saint-Laurent, dans ce secteur-là, il y a plusieurs camionneurs. Il y a du camionnage artisan. Il y a des gens qui circulent là, ça ne vient pas. Les autres, ils vont pouvoir continuer à circuler. Là, ça ne vient pas nuire à ces camionneurs-là. Non, au contraire, justement, toute la OK. circulation des fermes, là, les gens qui se promènent avec les bales de foin, etc., déjà, ils créent, eux autres... Mais les camions 10 roues, là. Là, je te parle d'un camion 10 roues. Les camions 10 roues qui sont pour le local, Oui. on sait que Oui. le chemin ne sera pas, Oui. pas permis au camionnage Oui, lourd. mais il y a des camionneurs là-bas qui vivent là, Oui. qui se promènent. Il n'y a aucun problème. Oui. Ah, OK. C'est C'est juste beau. Ça leur permet de continuer quand C'est même. ça. OK. C'est beau. J'ai juste un questionnement. Oui. Je recorde la musuire, mais je pense que le ministère n'a pas pensé que à Charlevoix ou à Baie-Saint-Paul, on avait un hiver. Et de 1. Et de 2, sur les entrées, on nous dit qu'on va favoriser une espace de 10 ou 11 mètres pour les espaces commerciaux. Sachant qu'il y a plusieurs commerces. On dit qu'il n'y en a pas sur Saint-Laurent, là, mais moi, je peux vous en nommer 4, 5, 6. Là. Est-ce que les entrées qui sont originales, qui sont d'origine, vont être respectées pour permettre aux gens du secteur d'entrer et sortir avec les camions lourds? Je parle de Fardier, je parle d'Éric Tremblay, je parle de Cover, qui circulent avec les vannes. Oui, mais ce coin-là sera pas... Ce coin-là n'est pas... Là, on parle entre la ferme du Gouffre et le camping du Gouffre, là. Ouais, mais, Oui. Ben, juste une chose pour répondre à M. Duchesne. C'est un règlement qu'on a. Donc, moi, je ne suis pas ici pour parler du règlement comme tel. Si vous voulez le changer ou le modifier, la Ville pourra toujours le faire. Mais vous nous demandez de les appliquer lorsqu'on refait les routes à neuf. Là. Mais là, il faut être bien clair. Les entrées qui vont être refaites, c'est les entrées du secteur qui va être retravaillé. Oui. Bon, on parle entre la ferme du Gouffre et le camping du Gouffre, là. On recommence pas, là, on part pas du début, c'est ça, là. C'est ça qu'on va travailler, là. On le voit ici, là, c'est délimité en orange, là, donc ça part vraiment de la ferme du Gouffre. OK. Je veux juste vous donner un exemple, M. Fortin, chez Damien Girard, qui a des besoins pour entrer et sortir de la ferme. Oui. Est-ce qu'on va lui permettre, s'il y a lieu de garder ces entrées conformes présentement? Probablement qu'on va le faire, puis on va peut-être les améliorer, là. Et je pense que l'idée là, d'un projet, d'abord, là, l'idée d'un projet comme ça, c'est de faire qu'avec les propriétaires qui sont là, d'habitude, vous parliez tantôt de nos règlements qu'on réussit à s'arranger. D'habitude, on réussit, je pense, et même dans certains cas, on va peut-être améliorer les situations. Fait que je pense que ça vaut la peine de le souligner, mais je pense que l'idée, là, c'est travailler avec le monde du secteur et d'essayer d'être le plus près possible. Mais il faut faire quelque chose de sécuritaire puis de praticable aussi, là.
Oui, entre autres, là, les fameux fossés ne sont pas là pour les remplir, pour que ce soit beau nécessairement. Ils sont vraiment là pour drainer le chemin. S'il y a de l'ondulation dans le chemin là, qu'on constate là, à pleine grandeur dans Saint-Laurent d'ailleurs, c'est souvent que les routes restent humides, en tout cas, où il y a de l'eau en dessous, puis là, ils déforment beaucoup l'hiver au gel-dégel. Donc, c'est sûr que le fossé, sa principale fonction, c'est pas juste de ramasser l'eau qui tombe, mais de drainer aussi l'infrastructure de la route. Oui. OK. Regardez. Oui, M. Boily. Daniel? Ah, excusez-moi. Les dates. As-tu un échéancier? As-tu des dates? Oui. Donc, les travaux. D'arrivée. Oui. Je l'ai dit tantôt. Je répète. Les travaux devraient commencer après la séance d'études de septembre. Donc, vers le 11, il me semble, en tout cas de mémoire, mi-septembre. Et ils vont se prolonger jusqu'au moins au 15 novembre pour se poursuivre probablement, là, c'est comme, il y a trop de travaux pour faire ça jusqu'au mois de novembre, en juin 2021. C'est beau. Monsieur Goudreau, oui. Tout le long sur le tracé, il y a des courbes. Est-ce qu'on va venir changer le rayon des courbes dans le tracé? Oui, justement. Lorsqu'on fait à neuf, on essaie de bien faire. Et là-dessus, c'est Philippe Harvey, l'ingénieur, qui a fait la conception des plans. Et tous les devers vont être conformes, tous les largeurs vont respecter les rayons de courbure aussi. On reste dans le même axe du chemin existant, mais effectivement, il y a des petits changements pour nous permettre de se conformer, là, de mettre ça au mieux. Mais d'ailleurs, dans Saint-Laurent, dans certains cas, c'était un problème, ça, dans le cas de certaines courbes. Donc, ça va. D'autres, je pense que ça fait le tour. Monsieur Daniel, avez-vous quelque chose à ajouter? Monsieur Fortin? Oui, monsieur. On s'était dit qu'on n'avait pas nécessairement besoin de se porter acquéreur de terrain. Tout est fait dans l'emprise actuelle. Là, je pense, monsieur Daniel, répondre à ça. Je pense que c'était l'objectif, oui, de ne pas faire d'acquisition de terrain nécessairement, mais je ne sais pas. Là. Oui, en ce moment, en théorie, naturellement, là, on reste sur des plans. Là, notre problématique vient lorsqu'on élargit, naturellement, en bas de talus. On est beaucoup plus large. À date, ça passe sur l'emprise, mais ça ne veut pas dire qu'en exécution, il ne manquera pas un demi-mètre. Là. Ben, normalement, actuellement, pas d'acquisition de terrain de requis. C'est beau? Ça va? Il y a combien de ponceaux, Daniel? Il y a combien de ponceaux? Il y a à peu près 25 ponceaux à remplacer dans ce secteur-là. C'est beau? D'autres questions? Sinon, il me reste à remercier M. Daniel pour sa présentation. Je pense que c'est assez clair. On sait pas mal à quoi s'en tenir. C'est sûr que nous, dans le cadre de réalisation de travaux comme ceux-là, souvent, on invite les gens du secteur ici pour leur présenter encore plus précisément ce qui se passe. Puis des fois aussi, ils nous amènent à ce moment-là des problématiques qu'ils vivent chacun chez eux, puis que voir avec eux, des fois, comment on peut mieux le faire. Évidemment, là, la question actuellement, on va le voir, là, ça nous donne jusqu'à un petit bout de temps, là, au mois d'août, peut-être début septembre, là, pour voir comment la situation par rapport à la pandémie va évoluer et que voir si on peut tenir encore une fois une rencontre comme celle-là, là, puis dans quelles conditions. Donc voilà. Autrement, je pense que c'est clair. Nous, il faut se préparer. Dans le chemin Saint-Laurent, il y aura des travaux cet automne. Et je pense qu'on peut en être, on peut s'en réjouir. Je pense qu'on peut en être content là, que ça puisse arriver comme ça. Merci, M. Daniel. Donc, on serait maintenant donc à l'adoption du règlement, donc en suivi de ce qui vient d'être dit. Dans l'adoption du règlement R760-2020, qui décrète un emprunt et une dépense de 4 520 000 $, incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus et visant l'exécution de travaux de réfection du chemin Saint-Laurent. Et là, il y a des petits détails qui, évidemment, là, on adopte un règlement d'emprunt pour l'ensemble. Il y avait un petit bout là, qui mène au camping du Gouffre qu'on va, sur lequel il y a une demande de prix également.
Donc, on va voir comment tout ça va sortir, mais l'objectif, c'est vraiment de faire tel que M. Daniel l'a dit tantôt, de la ferme du gouffre à l'entrée du camping du gouffre, c'est clair. Là, on irait pour un règlement d'emprunt, et comme il a été dit également, on est à attendre la lettre de confirmation du ministère. On sait que ça va être au minimum 75 %, mais ça pourrait aller au-delà de participation et dépendant là, des travaux qu'on fait puis de l'analyse qui va être faite par le ministère. On devrait recevoir là, les confirmations dans les prochaines semaines. Donc, je prendrai une proposition pour l'adoption du règlement. Je vais proposer, M. Mme Lamy, appuyé de M. Pilote. Il y en a qui voulaient ajouter. J'aurais juste voulu ajouter... Oui, M. Goudreau. Pour les fins de compréhension pour les contribuables, on adopte un règlement de 4,5 millions, mais je pense qu'il faudrait apporter pas l'éclaircissement, mais valider que la charge réelle à la ville va être entre 1,2 ou 1,3 millions. Le reste va être 1,4. 400 000 jusqu'à 1,5. Ben, tout dépendant, effectivement, tout dépendant actuellement, à 75 % c'est vite fait, c'est 1,1 million. Donc, mais si on allait à 90 %, on peut descendre à 850 000 environ. Exactement. Écoutez, rapidement, là. C'est le point que je veux faire, M. le maire, c'est que à la charge des contribuables et à la dette, on rajoute net, pour la vraie dette, ça va être alentour de la contribution de 85-90 %. Voilà. Et donc, oui, c'est bien de le souligner. Donc, si vous permettez, ça va. Oui, M. Fizette. Il ne faut pas oublier de corriger le deuxième considérant, là, 75 au lieu de 65. Oui. Mais oui, on va le corriger, effectivement, parce qu'on nous dit que ça demeure, que ce qu'on nous dit là-dessus demeure. Donc, on va l'écrire. C'est déjà fait. Monsieur le maire, si vous permettez, il y a dans le deuxième, en tout cas le premier, on parle des travaux connexes pour que les gens sachent qu'on ne fait pas juste de l'asphalte là, dans ce coin-là. C'est important d'en faire, mais c'est important d'aménager aussi. Alors, on a vu une partie d'aménagement tout à l'heure là, qui touche la sécurité, mais il y aura aussi certaines plantations d'arbres. Et puis, ben aussi dans l'aménagement, quand on parle de travaux connexes, ben là où il y a aussi la question là, de l'aménagement du secteur de la boudonnerie, là, avec la halte. On va voir si on peut réaliser ça. Mais ce que je voulais signaler, c'est que on va quand même essayer de faire aussi un lieu convivial pour les citoyens, puis les cyclistes, et puis tout le monde qui circule par là. Oui, effectivement, c'est bien de le souligner, Mme Lamy. C'est important de le souligner. Puis, entre autres, là, on va voir encore. Évidemment, il y a des choses qui évoluent, comme l'intersection de Sainte-Croix dont on a parlé tantôt, là. Toute la question de l'aménagement, il va y avoir de l'évolution là-dedans. Mais pour nous, là, c'est important qu'il y ait un peu d'aménagement sur l'ensemble du secteur. Ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est évidemment toute la question de l'amélioration au niveau cyclable, de la sécurité. Puis on sait que c'est un tronçon qui est très apprécié. Et c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, ça va. Maintenant, le point suivant, c'est l'adoption du règlement R761 qui régit la vitesse de circulation sur le chemin Saint-Laurent. Donc, tel que M. Daniel nous en a parlé tout à l'heure, c'est de ramener la vitesse à 50 km/h sur, en fait, l'ensemble du secteur qu'on va travailler. Hein, je pense que j'ai compris, ou presque, là. Hein? Et donc, en lien, évidemment, la participation du ministère et des... on le sait, on est sur un projet d'amélioration de sécurité. On n'est pas sur un projet de stricte réfection de chaussée. Là. On est d'amélioration de sécurité. Et donc, il y a des exigences. C'en est une, comme l'exigence, tantôt, on a vu de... Comment on appelle ça? Comment on dit? Une musoire. J'ai appris un nouveau mot. Je ne savais pas que ça existait, une musoire. Et donc, il y aura une musoire dans ce secteur-là. Ça fait partie de l'ensemble de la chose. Donc, je prendrai une proposition pour le règlement. M. Goudreau, Luc Goudreau, appuyé de Ghislain Boilly. Monsieur le maire, oui. Ça va dans l'ensemble aussi, comme vous mentionniez tantôt, là, ça va aider à la cohabitation des cyclistes et des automobilistes et en diminuant la vitesse par le fait même, là, ça va venir aider là, grandement à sécuriser. Ben voilà, ça fait partie de toute
Et vous savez, ça fait partie de l'ensemble de la chose là, à ce niveau-là. Maintenant, on irait avec... maintenant, l'OMH, donc, on dit ici, donc, en lien avec l'Office municipal d'habitation, rehaussement du plafond du revenu déterminant les besoins impériaux. Vous savez, souvent, nous, en logement social, la ville de Baie-Saint-Paul a plusieurs... on s'est donné un service intéressant de ce côté-là. Et il y a des critères pour aller chercher pour pouvoir donner accès à des familles à revenus moindres à des logements de qualité. Et là, les critères font, nous, ici, là, maintenant, que... donc, il y a des critères où on vient ici mesurer là, entre autres le panier de consommation, la mesure du panier de consommation versus les revenus, les plafonds de revenus pour les besoins impériaux. Et nous, dans notre cas, ça vient, nous, on est pénalisés par ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de rejoindre tout ça. Donc, ce qu'on demande, nous, ici, c'est de rehausser le plafond de revenus déterminant les besoins impériaux pour permettre à plus de familles de pouvoir accès à nos logements. Au même niveau que le panier. Là, Voilà, c'est de se rapprocher le plus possible de ça. À la suite des chiffres qu'on a, c'est vraiment trop bas, puis ça devient de plus en plus difficile. Monsieur... Ça fait plusieurs années qu'on le demande et on s'aperçoit année après année qu'on a de la difficulté à louer nos logements parce que cet élément-là ne rejoint pas la capacité de payer ou est trop supérieur à la capacité de payer de nos résidents. Entre autres, pour les jeunes familles où on est impossible de leur louer parce qu'ils sont supérieurs à ce qui est chiffré présentement. Ben oui. Donc, oui. 23 000, quelques cents dollars pour 2 personnes qui travaillent. On s'aperçoit bien que nos logements, on doit les louer à des personnes seules plutôt que des louer à des jeunes familles qui en auraient réellement besoin. Donc, pour nous, c'est important. Et c'est ça. Ça fait que c'est des revenus qui n'est pas suffisant, mais qui est trop pour entrer là. Tu sais, c'est un peu... ça devient un peu absurde, tout ça. Et donc, on irait pour une demande là, pour le rehaussement, tout ça. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Duchesne? Je vais le seconder. M. Goudreau. Maintenant, plateforme technologique achat de serveurs. Au dernier budget, nous en parlons en fait à tous les budgets, mais on a demandé, l'an passé, on a fait faire une étude là, par la firme Trilogy, donc qui nous disait une étude de l'ensemble, la mise à niveau de l'ensemble de notre réseau informatique. Et à ce niveau-là, on nous demandait d'acquérir de nouveaux serveurs de virtualisation et de réplication. Et donc, on a fait une demande de prix, et là, on irait avec un montant le plus bas soumissionnaire, donc, qui est Prival ODC, c'est ça? Pour un montant de 32 900, un montant total de 36 093,65 qui serait pris à même le règlement d'emprunt parapluie qu'on avait fait. On viendrait décréter un montant pour notre serveur et également l'achat de certains de nouveaux ordinateurs là, pour notre personnel. Et ce n'est pas un luxe parce qu'on a eu des problèmes dernièrement, ce n'est pas évident. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Je vais proposer, M. le maire. Je le seconde, mais M. le maire, la question que je voulais, pas la question, mais le point que je voulais apporter, le télétravail et puis la pandémie a congestionné beaucoup nos serveurs. Oui. Oui. Et puis depuis le début de la pandémie, ça arrive sur une base régulière. On essaye de rentrer sur le site de la ville et qu'on n'y a pas accès. Et, la dépense qui est décrétée ce soir va corriger une bonne partie. En partie, c'est ça. En partie. Oui, voilà. Monsieur OK. le maire, Oui, M. Boilly. Une question également, dans ce prix-là, est-ce qu'il y a également tout l'entretien, la maintenance, la supervision, la mise à niveau? Non. Dans ce prix-là? Je pense pas, moi. Moi, je pense pas, là. Acquisition C'est pour le serveur. C'est l'acquisition ici, mais là, tout le reste, on va continuer de travailler avec les firmes avec lesquelles on travaille. Les gens Oui, milieu. oui, oui. De notre monde. Oui. J'étais un peu déçu, mais
Je me fie à Mais la bonne volonté. écoutez, là, nous, on essaie toujours de travailler à la fois avec les plus bas soumissionnaires possibles, les meilleurs prix à meilleure qualité, c'est sûr, mais en même temps, notre objectif, c'est de favoriser le plus possible les gens d'ici. Mais il y a des fois des limites là, qui ne sont pas faciles à justifier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Dans certains cas, c'est plus difficile à justifier. L'analyse qui est faite ici, c'est qu'on nous recommande ceci, donc on irait dans ce cadre-là. Là, j'ai une proposition, Mme Lamy, appuyée de M. Goudreau. Ça va? Maintenant, construction d'une centrale d'énergie à la biomasse, adjudication de la soumission. Donc, c'est une belle soirée ce soir-là. Chemin Saint-Laurent. Et là, on arrive avec l'adjudication de la soumission pour la construction d'une centrale à la biomasse. Je ne reviendrai pas sur tout. C'est un projet qui a été présenté à la population. Il y a un règlement d'emprunt qui a été accepté. On le sait, c'est un projet global de 3 200 000 $, 3 360 000 si je ne me trompe pas. Oui. Donc, qui est subventionné en partie. Hein. On a des subventions par rapport au gouvernement du Québec, également au fond, également à la Fédération canadienne des municipalités. Et il y a eu un retard, on le sait, l'objectif étant toute la question de l'approvisionnement. Sauf que là, en fait, il y a deux choses qui se passent. C'est que plutôt que d'essayer de faire le choix entre dire, bon là, on y va du côté, parce qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement et on s'est dit, il y a possibilité d'aller du côté de la granule. Ce qu'on ferait, là, c'est qu'on s'est aperçu... Je m'excuse, pas d'approvisionnement, mais de la fourniture, de transport, de la transformation. Parce que l'approvisionnement, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais là, écoutez, là, non, je sais, c'est la sémantique, là. Le conditionnement, mais mettons. OK. Et là, c'est correct, j'ai compris la nuance. Et effectivement, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, sauf que j'ai beau être entouré de bois puis d'en des cordes partout. Si j'ai personne qui veut l'arranger, ça ne changera rien. Et donc, on avait un problème d'entreprise qui était prête à s'impliquer au niveau des copeaux. Là, on est allé... Actuellement, ce qu'on va faire, c'est que notre usine là-bas, notre chaude de chauffage, va pouvoir être installée à la fois pour la granule et pour les copeaux. Et on a analysé actuellement, puis on est à recevoir les derniers détails avec une entreprise de Charlevoix. Là, je ne la nommerai pas parce qu'on a le contrat et on a à faire encore des analyses. Mais là, on a des possibilités du côté d'une entreprise de Charlevoix, donc ça répondrait à nos critères. Et également, par contre, on s'est assuré, et on le sait que c'est à des coûts qui sont quand même minimes, de pouvoir aller du côté de la granule, puis on va s'installer pour pouvoir aller d'un côté ou de l'autre. Évidemment, du côté de la granule, les coûts sont différents, l'approvisionnement nous vient d'ailleurs, mais quand même, on irait dans un ou l'autre des deux. On aurait les deux possibilités. Donc, on irait pour donner le OK à la soumission, la plus basse soumission acceptée pour la construction de la centrale à la biomasse. Donc, c'est construction Unibec au montant de 2 518 600 $ là, qui serait accepté aujourd'hui, donc qui serait accepté ce soir. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Goudreau, t'appuies? Je l'appuie et je mentionne que M. Fortin, moi, j'aurais voté contre si on n'avait pas opté pour un système hybride. Comme on a opté pour un système hybride et que le rendement va être suffisant ou que les économies vont être importantes pour Maison-Mère, je crois que le choix d'opter pour un système avec une double alternative va très bien combler les besoins de Maison-Mère et qu'une économie importante va se faire au cours des prochaines années. Merci, M. Duchesne. Ça va pour tout le monde là-dessus? Ça va? Donc, c'est intéressant. C'est un beau projet, je pense. Conclusion de dossier. Oui, effectivement. Qui va générer des économies substantielles à Maison-Mère. Oui. Et puis qu'il y a un potentiel aussi, on ne se le cachera pas, pour peut-être d'autres choses qu'on espère là, au fil des années. Voilà, le réseau.
OK. Maintenant, achat d'un dégrilleur, donc, à la station d'épuration, adjudication de la soumission. Donc, encore là, tel qui était prévu au plan triennal en immobilisation, on irait pour l'achat d'un dégrilleur, donc auprès de Filtrum, c'est ça l'entreprise, auprès de Filtrum au montant de 434 228 $. Donc, est-ce que, et toujours là, c'est fait selon les règles, ça avait été prévu au plan triennal et c'est des travaux qui sont devenus importants. On le sait, toute la question de nos stations d'épuration des eaux, hein. Il y a encore d'autres travaux à y faire, mais là, on est à compléter une phase importante et qui vient là, améliorer beaucoup notre situation. M. Duchesne? Je vais proposer, et tout en mentionnant que, M. le maire, on ne fait pas cette dépense-là de façon futile. On le sait très bien que le ministère de l'Environnement nous demande de faire en sorte qu'à partir des développements qu'on a présentement, l'exigence nous est posée de faire en sorte qu'on respecte les règles environnementales qui sont imposées à notre municipalité. Je vais l'appuyer. Appuyer Michael Pilote, donc proposer Gaston Duchesne, appuyer Michael Pilote. Ça va pour tout le monde? Oui, M. le Madame maire, Lamy, oui. Juste un commentaire pour oui, ajouter ce que M. Duchesne vient de mentionner. C'est que pour les gens, hein, des dégrilleurs, la première fois que j'ai entendu ça, ce thème-là, on pense à un grille-pain, mais c'est plus que ça. J'espère que vos pauses vont être bonnes à ce prix-là. Non, mais c'est pour que les gens comprennent que pour traiter nos eaux usées, il y a tout un système, là, parce qu'on n'a pas d'usine de traitement d'eau à Baie-Saint-Paul. Alors, évidemment, la ville est en expansion dans une certaine mesure. Il y a des développements domiciliaires, donc il s'ajoute des utilisateurs et il y a plus de rejets d'eau usée. Donc, c'est plus exigeant du point de vue à cause des normes et puis parce qu'il faut les traiter, ces eaux-là. On ne peut pas les envoyer dans le fleuve. Donc, c'est une mesure aussi environnementale, à moins qu'un jour, on ait un cadeau puis que quelqu'un nous donne une grosse subvention pour construire une usine de traitement des eaux. Bien là, il faut procéder de cette façon-là. Mais je pense que c'est important que les citoyens comprennent, tu sais, parce que dégrilleur, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça sert, c'est très, très utile, parce qu'autrement, on retournerait au Moyen-Âge. Effectivement, c'est très, très utile, oui. Et, c'est très normé aussi, là, comme M. Duchesne le disait par le gouvernement. On n'a pas grand choix là-dedans. Oui, effectivement. Donc, ça va pour ça. Maintenant, donc, on serait maintenant au point E5, qui est le programme PRQ, le programme Rénovation Québec, autorisation de paiement pour le 70 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, comme ces travaux-là ont été réalisés là, et sont acceptés là, par notre service d'urbanisme suite à différentes vérifications, donc on irait ici pour verser le montant de subvention de 12 000 $ pour des travaux là-bas. Donc, c'est intéressant. Des travaux importants et des travaux intéressants dans ce secteur-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour verser le montant? M. Goudreau, c'est appuyé. M. Boilly. Mon Dieu, il ne faut pas que j'aille trop proche. Donc, ça va pour ça. Donc, maintenant, on irait avec il y aurait le dépôt de la correspondance. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça a pu être fait aujourd'hui, ceux qui en avaient. Sinon, on irait vers la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption des comptes du mois de juin. Madame Ménard. Donc, je vais commencer par le FA pour les comptes de 25 000 et plus. On a la libération de la retenue pour le déneigement 2019-2020 pour les entreprises Jacques Dufour pour un montant de 70 419 et 1 sou. On a Réseau Charlevoix, la subvention touristique en vertu de l'entente pour un montant de 118 045. Également, on a la subvention versée au centre de gestion du complexe PFM pour un montant de 308 400. Puis, on a l'association touristique régionale pour un montant de 41 638 et 39. Puis, ça comprend le versement là, pour le projet de destination Baie-Saint-Paul. Le total des 25 000 s'élève à 538 502 et 40, ce qui fait un total au FA de 834 734.
Pour le FDI, on a le versement de la participation de la Ville pour l'entente promoteur avec les résidences de l'estuaire d'un montant de 75 869,87 $. Puis, on a également le versement pour les honoraires professionnels pour l'atelier Pierre Thibault pour les pleins de vie du pavillon du Saint-Laurent pour un montant de 31 618,12 $. Ce qui porte les 25 000 et plus à 107 487,99 $. Le total du FDI s'élève à 203 696,53 $ pour un total global des comptes du mois de juin pour 1 038 430,53 $. Merci, Mme Ménard. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Encore là, je rappelle que ceux qui en ont pu poser questions aussi déjà. M. Goudreau, vous en faites la proposition? On faisait la proposition, M. le maire. M. Fizette appuie. Ça va? Donc maintenant, on irait avec période d'intervention des membres du Conseil. M. Goudreau. Je m'adresse ce soir aux citoyens du district numéro 3, tout spécialement les citoyens de la rue Saint-Jean-Baptiste. Au cours des derniers jours, des citoyens nous ont contacté, tous les membres du Conseil, sur un règlement qui avait été adopté concernant la rue Boivin. Je ne ferai pas une longue histoire là-dessus, je ne ferai pas le débat, mais tous et chacun, les membres du Conseil, vous nous avez tous interpellés. Ce qui est plaisant d'un gouvernement de proximité, on est capable de réagir. Nous avons réagi, on vous a déjà transmis la décision qui a été prise ce matin au Conseil. Comme vous pouvez voir, vous avez été entendus, vous avez été écoutés. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Goudreau. D'autres? M. Fizette? Oui, très peu de choses. Deux choses. D'abord, pour dire que je n'abandonne pas ma lutte contre la renouée japonaise pour ceux qui s'en inquiètent. C'est sûr que cette plante qui est belle à voir est une plante envahissante puis qui vient contrer la biodiversité. Alors donc, c'est sûr que la Ville n'a pas les moyens d'intervenir là-dessus, mais on a des subventions pour lesquelles on pourrait avoir accès et puis c'est sûr que je vais donner suite à ça. En tout cas, je vais pousser dans ce sens-là. L'autre chose, c'est concernant l'environnement. Je vous ai déjà dit à une de ces assemblées que j'avais fait, en compagnie de mon épouse, du marchage sur le chemin de la Pointe, puis une partie du chemin du Bas-de-la-Baie et une partie du relais. Puis on a ramassé l'équivalent de gros sacs de poubelles là, sur le bord de chaque côté du chemin. Ça a rendu le coin propre, oui, j'en conviens. J'ai même découvert un 20$, puis j'ai découvert aussi une voiture abandonnée, puis la Sûreté l'a ramassée. Bon. À toute fin pratique, aujourd'hui, j'ai le malheur, oui, le malheur, de signifier que c'est revenu comme c'était. Alors donc, moi, je veux passer encore une fois un message à nos concitoyens de garder notre milieu propre. Chacun a un effort à faire, puis c'est rien que de se ramasser, puis j'ai vu encore des sacs de crottes de chien qui, c'est bien, on a demandé aux gens de mettre les crottes de chien dans les sacs, mais les sacs, c'est pas pour les tirer au bout des bras, là. Vaut mieux laisser la crotte de chien pourrir par elle-même que de l'emprisonner dans un sac de plastique, puis envoyer ça sur les parterres de tout chacun. Alors donc, c'est étonnant d'avoir à revenir là-dessus. Ça m'attriste de devoir reparler de cette dimension-là, puis je trouve ça important parce qu'il y a eu des manifestations à travers le monde pour inciter les politiciens à prendre des orientations puis des décisions en faveur de l'environnement. Et c'est sûr que si on disait, OK, d'accord, on va diminuer les effets les gaz à effet de serre en éliminant l'énergie fossile. Donc, on va dire aux jeunes, ben, tu n'auras pas ton permis à 16 ans, tu l'auras à 21 ans, tu sais, mais je ne suis pas sûr qu'ils aimeraient ça, là. Okay? Bon, alors donc, il y a des mesures drastiques qui pourraient être prises, mais on est confronté à ce genre de choses où le besoin environnemental est là.
puis le besoin des citoyens est là. Alors, essayons de faire en sorte de vivre ensemble, savoir les citoyens, les concitoyens et l'environnement. C'est capital qu'on fasse nos efforts. Une autre chose, c'est concernant les feux. Il y a des feux qui se font un petit peu partout sur le territoire de Baie-Saint-Paul, des petits feux de camp. Et même s'il n'y a plus dernièrement, là, c'est très sec, là, soit dit en passant, c'est encore très sec. Creusons la terre, puis on va voir qu'on trouve le sec, c'est pas long. Faut être très prudent quand on fait un feu à ciel ouvert. Il faut s'assurer de bien l'éteindre. On ne peut pas abandonner. Puis j'ai vu même un feu, moi, il n'y avait plus personne, puis il y avait de la braise encore. Il y a un vent là-dessus, puis tu sais, c'est proche du bois. On passe au feu, là. Si on à Baie-Saint-Paul, là, on a un feu de forêt, là, on est entouré de la forêt, là. On ne veut pas couper les arbres, fait qu'il ne faudrait pas les faire brûler. Hein? Donc, c'est de faire attention à ça. Puis le camping, il y a des places pour le camping. Puis s'il manque d'espace, faites des représentations auprès de la ville pour qu'on puisse essayer de trouver des places pour garer tout ce beau monde-là. Mais allons pas se garer sur les parterres comme ça a déjà été à l'époque du festival folklorique où tout chacun tentait sur les parterres de tout chacun, là. Alors donc, soyons prudents, puis vivons ensemble, puis dans la propreté, parce que je sais que les gens de la baie dont je fais partie sont des gens fiers de leur milieu, fait que faisons en sorte de demeurer fiers. Merci. Merci, M. Fizette. Certains messages, effectivement, qui méritent d'être rappelés. Merci bien, M. Pilote. Mais si je peux, c'est ça, faire un petit bout de chemin là, sur ce que M. Fizette vient de parler au niveau des campings là, qui se passent un petit peu partout à Baie-Saint-Paul. On en a parlé ce matin. Les fonctionnaires de l'organisation ont été mandatés là, pour discuter là, avec les dirigeants de la SQ là, à ce niveau-là. Là. Par exemple, c'est pas un camping dans la cour de la commission. Je partageais la commission scolaire de Charlevoix, mais maintenant le centre de service scolaire de Charlevoix, là, du centre éducatif Saint-Aubin, en fin de semaine, on a pu voir différentes roulottes qui étaient là. Il y a d'autres sites aussi là, à Baie-Saint-Paul. La ville, ça aussi, là, on fait pas la sourde oreille, on est bien au fait de la situation et on va essayer de trouver des solutions à ce niveau-là avec nos partenaires de la SQ. Autre petit point, la semaine dernière, nous avons pu voir aussi là, que la députée provinciale, Mme Foster, est venue annoncer que l'hôpital de Baie-Saint-Paul va maintenant être doté d'un scan, là, qui est le fameux appareil communément appelé le TACO. Donc, c'est un appareil qui est à la fine pointe de la technologie, mais qui est maintenant là, un appareil de base pour les centres hospitaliers à travers le Québec. C'est un appareil qu'on est chanceux d'avoir et qui va avoir quand même des effets importants. Je crois que ça va diminuer aussi le taux de mortalité, le taux de morbidité en matière de soins de première ligne. Là, c'est vraiment là, important qu'on puisse avoir ça puisque ça va nous permettre de sauver des vies. Oui, des fois, les gens disent on va être bien, on n'aura plus besoin d'aller à la Malbaie, mais c'est plus que ça. Dans des situations, là, par exemple, avec un accident cérébrovasculaire, on va pouvoir initier le traitement de façon précoce. Fait que c'est vraiment... Là, très important qu'on ait cet équipement-là et je souligne aussi ceux qui se sont impliqués de près ou de loin envers la mobilisation qu'il y a eu et la convergence de tous, que ce soit les médecins, les gens de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, les différents élus, que ce soit au niveau de la MRC, de la ville de Baie-Saint-Paul et également la députée au niveau du gouvernement provincial. Donc, bravo à tout le monde qui se sont mobilisés. Dernière petite annonce aussi, lundi prochain, le 20 juillet, ce sera la collecte de sang d'Emma Québec qui va avoir lieu à Baie-Saint-Paul, du côté de l'Arena. On sait que durant la saison estivale, on a besoin de sang. Il y a plusieurs accidents, que ce soit sur le territoire québécois, là, en moto ou en auto. On a besoin de sang. Les réserves sont plus basses également lors de la saison estivale puisqu'il y a plusieurs gens qui sont en vacances, tout ça qui ne vont pas. Fait que ceux qui veulent donner du sang, là, vous êtes les bienvenus. Avec la COVID-19, c'est des collectes qui ont lieu sur rendez-vous. Donc, ceux qui veulent noter le numéro, le 1-800-343-72-64. 1-800-343-72-64. Sur ça, j'ai terminé. Merci, M. Pilote. Mme Lamy. Merci, M. le maire. D'abord, je vais montrer, vous voyez cette petite chose-là, là? Hein? La télévision va venir par ici, là. Ah, voilà. Alors, cette petite chose-là, ça s'appelle un masque. Et aujourd'hui, le premier ministre du Québec a déclaré qu'à travers le Québec maintenant, dans les lieux fermés, par exemple, comme ici, la salle, les gens devraient porter le masque. Alors, moi, je vous encourage à le porter parce qu'on est
pas tous d'accord. Il y a pour toutes sortes de raisons que moi je respecte, mais de toute façon, moi je vous appelle, en tout cas je pense que le comportement que nous devons tous avoir pour protéger les autres et se protéger, mais pour protéger les autres particulièrement, c'est de porter le masque, puis je pense qu'il faut le faire pour essayer de se débarrasser, prendre tous les moyens, en tout cas, se laver les mains, respecter les distances, comme on nous dit depuis le début de ce virus, parce que la pandémie est toujours là, puis il n'y a pas encore de vaccin, puis les traitements, ben c'est pas bon. Alors, ça, c'était mon autre considération, Monsieur le maire, ça, c'est des choses que vous connaissez. On parlait un petit peu d'histoire. C'est parce que c'est la goudronnerie qui m'a inspirée. Puis j'ai pensé que tous les citoyens ne savaient pas nécessairement de quoi on parlait, puis c'était quoi cette histoire-là, puis d'où ça vient et tout ça. Bien, je ne ferai pas toute l'histoire, mais c'est un résumé que j'ai trouvé dans l'histoire de Charlevoix. Puis là, j'ai simplement replacé ça. Alors, vous allez reconnaître des réalités qui existent. Alors, on dit souvent, d'ailleurs, que l'histoire se répète, mais jamais de la même façon. Et vous allez voir qu'en l'occurrence, c'est vrai, alors on parle à ce moment-là aussi de relance économique, puis on parle aussi à ce moment-là de désastre écologique. Alors à ce moment-là, c'est quand? C'est 1670. C'est à l'époque où, donc 1670, il ne faut pas tellement longtemps que Baie-Saint-Paul existe là, comme lieu de peuplement. Et on cherche, et c'est l'intendant Talon, qui est le représentant du roi en Nouvelle-France, puisqu'on parle de la Nouvelle-France à l'époque. L'intendant Talon, lui, croit que la Nouvelle-France, puis le roi l'encourage dans ce sens-là aussi, et le ministre aussi, en France, que la Nouvelle-France devrait être plus autonome économiquement. Ça résonne, ça, hein, l'autonomie régionale. C'est de ça qu'il s'agit déjà. Alors, Jean Talon croit au potentiel économique de la Nouvelle-France dans différents secteurs. Et, entre autres, en 1670, il s'amène à la Baie-Saint-Paul, comme on disait souvent à ce moment-là dans les livres d'histoire, mais à Baie-Saint-Paul, pour venir voir les pins rouges. Parce que toute la vallée du Gouffre, et notamment Baie-Saint-Paul, était richement dotée de ces arbres majestueux. Pourquoi il s'intéresse à ça? C'est que du pin rouge, on peut extraire du goudron. À quoi sert le goudron? Le goudron sert au calfatage des navires, entre autres. On sait que la France, à l'époque, on est toujours en 1670, je vous le rappelle, a une flotte importante de navires de guerre, de navires de ravitaillement, etc. Donc, a des besoins en calfeutrage. Et Jean Talon dit ceci, alors c'est 1670, à présent, parce que là, il vient à Baie-Saint-Paul, il vient avec un maître goudronnier, et puis il vient voir si c'est possible de faire quelque chose. Et là, le maître goudronnerie qui l'amène avec lui dit que oui, c'est possible, puis qu'on peut penser développer quelque chose d'intéressant. Alors, Jean Talon écrit ceci. « À présent que par le succès de l'épreuve, j'ai persuadé, l'épreuve c'est le travail, j'ai persuadé que le Canada pouvait produire du goudron. Je fais travailler ce maître ouvrier pour qu'il puisse ainsi un jour fournir les magasins de Sa Majesté et la dispenser par là d'emprunter des princes de la mer Baltique, ce que son royaume ne lui fournit pas assez abondamment. » Donc, on parle d'autonomie financière encore. Alors là, on s'installe pour produire et ça a du succès. Et Jean Talon, à la veille de repartir, son maître goudronnier qu'il avait nommé s'en va. Et lui, il décide, Jean Talon, avant de partir, de créer une goudronnerie royale. Et là, on trouve des noms que vous allez reconnaître. Un nom qui s'appelle Pierre Dupré, qui va être un maître goudronnier, et un nommé Pitouin. Alors, ces deux messieurs deviennent donc en charge de faire fonctionner la goudronnerie. Alors, comment ça fonctionne? Il s'agit donc d'extraire les racines des pins, les branches et l'écorce. Et souvent, on écorche les arbres debout. Et là, on construit un four, et dans ce four, on brûle à haute température la matière première pour en extraire le goudron qui ensuite va servir. Alors, ça marche, c'est un bon, mais sauf que les deux messieurs qui sont en charge, ils ont le territoire de la rivière du Gouffre, s'intéressent aussi au commerce des fourrures, qui est beaucoup plus payant que la goudronnerie. Et il se trouve qu'ils ont obtenu, pour faire leurs travaux des pins, une portion de la seigneurie
des messieurs sulpiciens, c'est-à-dire, dans le fond, le fief de Monseigneur de Laval. Hein? Alors, on le sait, là, les terres du séminaire, c'est le prolongement de ça aujourd'hui. Alors, c'était cette seigneurie-là. Alors là, il y a une rivalité entre ces deux groupes-là. Et finalement, en tout cas, parce qu'ils s'intéressent, puis là, ils demandent un agrandissement à nouveau. Il y a une rivalité. Alors, Jean Talon est parti, c'est Frontenac qui, lui, aime encourager les rivalités avec Monseigneur de Laval, qui encourage les deux hommes en leur octroyant des privilèges, puis en faisant, parce que Frontenac veut, lui aussi, avoir son profit du commerce des fourrures. Là aussi, hein, non seulement on parle de relance économique, non seulement on parle d'autonomie, mais on parle aussi, de rivalité politique, pour rester poli, pour ne pas parler de magouillage. Mais ça aussi, on connaît ça. C'est encore d'actualité. Alors, toujours est-il que la rivalité, Monseigneur de Laval va réussir à gagner et va faire enlever la goudronnerie aux deux messieurs et ne continuera pas vraiment l'exploitation, de sorte que le goudron qui va se faire sur notre territoire va se faire quand même à peu près jusqu'en 1750, mais beaucoup moins. Disons que l'initiative de Jean Talon pour la goudronnerie de Baie-Saint-Paul n'a pas connu le succès économique espéré. Puis tantôt, je disais, vous allez reconnaître un mot, le désastre écologique. Bien, les grands pins, ils sont disparus parce que ce traitement-là, d'écorcher les arbres là, debout, c'est pas très bon pour les arbres. Et tous ces pins-là, par l'exploitation intensive qu'il y a eu, évidemment, sont disparus éventuellement de notre territoire. Et on peut dire que c'est un premier désastre écologique que nous avons connu. Alors, je m'excuse, j'étais un petit peu longue, mais je pensais que, compte tenu de notre projet durant Saint-Laurent, ce serait intéressant d'un peu connaître l'histoire, et c'est ça que peut-être on va pouvoir rappeler dans le site qu'on prévoit, M. le maire. Mais, puis c'est assez drôle le retour de tout ça, mais parler des pins, hein, on sait que le boisé du quai, il y a des vestiges des pins qu'il y avait à Baie-Saint-Paul. Il y en a aussi encore d'un cap. Il y avait un cap à Larémie, ils appelaient ça la pinière sur l'ancien cadastre. Là. Et il y a encore quelques beaux pins, les fonds de Pérou, puis à Rémy, là-bas en arrière. En tout cas, quand vous faites le sentier des Florents, là, vous allez en voir quelques-uns quand même. Mais c'est pas... Oui. Et donc, simplement dire qu'il y avait la goudronnerie, oui, ça fait partie de notre passé industriel qui est quand même pas si important, mais c'est drôle de souligner qu'à la goudronnerie, c'est là qu'il est aussi, il y a quelques années, il y a une de nos entreprises industrielles les plus importantes qui est née là. Oui. C'est Simard Suspension, avec M. Simard à la goudronnerie. Oui, exactement. Voilà, M. Fizette. Oui, d'ajouter, je reconnais en vous, madame, la professionnelle d'histoire, c'est intéressant, vos propos. Vous faisiez les éloges du masque en signifiant en donnant comme exemple qu'ici, on devait porter le masque, mais il faut ajouter que, oui, pour entrer, s'installer, mais une fois assis avec la distanciation sociale, là, non, mais c'était juste pour le préciser, je veux aussi indiquer que concernant le TACO, il ne faudrait pas penser que c'est une étape supplémentaire pour en arriver à retarder l'admissibilité des gens dans les centres hospitaliers tertiaires. On sait qu'ici, nous sommes un centre hospitalier primaire à vocation notamment pour les traumatismes, mais il ne demeure pas moins qu'il y a des interventions qui sont à ce point d'urgence qui ne passeront pas nécessairement par le TACO de Baie-Saint-Paul. Fait qu'il ne faut pas que les gens soient inquiets de ça, là. Mais c'est quand même un appareil essentiel pour les diagnostics in vivo, parce que ce qui permet aux professionnels de la santé d'avoir des diagnostics plus justes avant les interventions, particulièrement en chirurgie. Alors,
c'est quand même important là, de signifier, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont manifesté une relative inquiétude par rapport à ça. Je veux dire, si jamais il y a un cas d'urgence au point où il faut qu'il aille au centre tertiaire, est-ce qu'il va devoir rester un temps à Baie-Saint-Paul, parce que Baie-Saint-Paul sera muni d'un TACO? Il faut faire des distinctions importantes. Là, mais ça ne remet pas en cause, c'est ça, tout à fait. Les choses de la Golden Hour, tout ça, ça ne remet pas en cause. Là, mais je donnais l'exemple, par exemple, d'un accident cérébrovasculaire, communément appelé l'AVC. Oui. Actuellement, quelqu'un qui se présente à l'hôpital de Baie-Saint-Paul avec des symptômes d'AVC, on ne peut pas donner de téléthrombolyse, puisqu'on ne sait pas si l'ACV est soit un blocage au niveau d'où la nécessité du TACO pour avoir la précision du diagnostic. Là. Mais c'est exactement. Oui, puis j'avais peut-être autre chose, là. Non, c'est beau, merci. C'est beau. Merci, M. Fizette, pour ces précisions, encore une fois. M. Boily. Juste un petit... Mon arrière-grand-père était... Le premier Boily arrivé au Québec était coutronnier. C'est le fun, c'est plaisant pour ça. Également aussi, permettez-moi, mon sujet préféré, c'est le centre communautaire, ça va de soi. Vendredi, le 26 juin, j'ai eu la chance d'assister par Facebook. Ça, c'est pas évident, je vous jure, à l'Assemblée générale pour la 45e année du centre communautaire. Les chiffres qui nous ont été donnés, il y en a une tonne, mais les services surtout. Les services comme soutien à domicile, pauvreté, le nouveau projet, vous vous en souvenez, Joujoutech, ça a donné un punch terrible. Au niveau des bénévoles, il y a eu quand même 182 bénévoles. En termes d'heures bénévolat, 4724 heures bénévolat pour l'année qui s'en vient, ou qui vient de se terminer. Au niveau des services, ça va de soi, tout le monde les connaît, de la popote à aller jusqu'à l'accompagnement, en passant par les repas communautaires et tout, les suivis, jeunesse des jardins, puis fonds d'aide matérielle et ainsi de suite, puis les banques alimentaires surtout. 2 chiffres qui m'ont impressionné. C'est dans les 2 dernières semaines de mars, il y a eu 76 nouveaux cas en termes de consultation et de suivi budgétaire. Donc, c'est assez impressionnant sur 2 semaines. L'année prochaine, ça va être encore plus, on va avoir un peu plus de détails. En pleine pandémie, c'est ça. Puis également, un autre chiffre qui m'a interpellé, c'est la friperie. Cette année, ils ont fait 70 803 $, la friperie. Ça veut donc dire qu'en termes de nombre de personnes, il y a du monde qui va là, il y a du stock, il y a du beau stock, donc les gens sont intéressés. Puis je pense que ça vaut la peine d'y aller et d'aller voir. Également aussi, dans tous les chiffres qu'on a, puis ce que j'aime aussi, il n'y a pas de doublon. Quelqu'un qui va pour consulte pour la pauvreté, pour le volet, mettons, je ne sais pas, transport, c'est une personne de compter. Vous voyez le genre, donc, il n'y a pas de doublon, là. C'est pas mis tout dans le même bagage. Nécessairement, la santé économique est assez extraordinaire. Ça va assez bien. Là-dessus, je remercie puis je félicite Annie Bouchard, la directrice générale, et également Gilbert Godreau, le président du CA. Je pourrais nommer le CA, mais je risque de me tromper. Je peux mettre le bon nom au bon visage. Et toute l'équipe du CA, ils travaillent énorme. Puis les bénévoles font un travail extraordinaire, malgré la pandémie. Là. Puis le principe du 70 ans, là, je pense qu'ils ont fait une belle job. Donc, c'est ça pour moi. Mes félicitations vont à Annie et Gilbert pour le bon fonctionnement de notre centre communautaire. Merci. Merci, Ghislain. Je pense qu'on s'associe à vous, M. Boily, pour les saluer également et saluer le travail du centre communautaire. Regarde, je pense qu'on ne dira jamais assez l'importance puis la qualité du travail qui est fait là-bas. D'autres commentaires, M. Duchesne, ça va? J'aurais peut-être une dernière chose. Oui, M. Pilote, oui. Juste pour rappeler que demain, c'est la bibliothèque René Richard qui devrait réouvrir aussi là, en présentiel. Là. Les gens pouvaient y aller mais, en allant porter leur livre ou en le commandant à l'avance, mais à partir de demain, les usagers vont être admis là, à l'intérieur des murs de la bibliothèque René Richard selon certaines directives, le lavage des mains et d'autres directives telles que cela. Merci, M. Pilote. Moi, peut-être une chose, là, il y a bien des choses qui ont été dites, et là, mais je vais peut-être parler, moi, vous savez, on a parlé ici, je ne sais pas si on en a bien parlé ici, mais en tout cas,
on a dit toute la question du projet du docteur Richard Fleet au niveau des urgences rurales. Et ce projet-là fonctionne. Et de façon, moi, je vais vous dire ce que je trouve. Il y a des projets, il y a de l'argent qu'ils ont eu pour certaines recherches. On l'a entendu, il y a des jeunes médecins qui sont venus ici plus rapidement que prévu, là, qui s'intéressent. Il y a déjà quelqu'un qui travaille ici à son projet de recherche en lien avec ça également. La question du TACO, moi je pense, il y en a qui disent, mon Dieu, c'est donc bien arrivé vite tout d'un coup. Je pense, entre autres, que, vous savez, le docteur Fleet l'a déjà dit, sans TACO, travailler ce qu'il veut travailler, ça devient difficile. Et je pense qu'il a été entendu, pas tout seul, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres choses qui ont été faites, mais simplement là-dessus. Puis il y a également ceux qui peuvent le suivre, là, il y a sur le web, là, il y a des discussions de santé. Il y a toute une discussion actuellement sur la question de la pandémie, le port du masque et tout. Et je sais que cette semaine, il y a le docteur Liu qui est ici à Baie-Saint-Paul, qui est quelqu'un d'important, qui a été à Médecins sans frontières, qui est quelqu'un de très impliqué et qui va être là vendredi, entre autres. Et je sais qu'il y a une activité sur Saint-Jean-Baptiste. Ça a fait jaser Saint-Jean-Baptiste, mais en même temps, il y a une activité intéressante qui va avoir lieu. Mais le docteur Liu va être là, puis l'idée, c'est de vendre le masque, le port du masque, et avec la collaboration d'artistes aussi, donc à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est intéressant. Il y a plein de jeunes qui étudient en médecine aussi, qui s'impliquent autour de ça. Et c'est un aspect attractif étonnant. Donc, je voulais le souligner, simplement rappeler qu'il se passe quelque chose d'intéressant autour de ça. Et je pense que ça vaut la peine là, de le rappeler. Voilà. Maintenant, les arbres, non, je pense qu'on a des questions. Ça, on va répondre aux questions du public. On est rendu là, effectivement. Donc, c'est les questions du public. Et je pense que c'en est une. Madame, on y va, Madame Ménard. On se souvient, on a demandé aux gens qui avaient l'intention, qui voulaient nous poser des questions, de le faire par courriel, et on en a reçu quelques-uns. Je commencerai peut-être pas par les arbres, M. Fortin. Non. En fait, j'ai une question de M. Léopold Thibault qui demande qu'en est-il de la maison René Richard? Oui, ça fait un bout de temps qu'on ne va pas parler de la maison René Richard. Écoutez, la maison René Richard, ça évolue de façon, de belle façon, mais de lente façon. Et pour toutes sortes de raisons. Puis cette fois-ci, là, je pense que ce n'est pas nécessairement de notre faute, mais en tout cas. Et là, je ne veux pas... tout est correct. L'entente avec le ministère, les montants d'argent sont là. Par contre, c'est complexe. Et vous savez, quand on travaille sur un bâtiment classé, que le ministère est de la partie, nous, on s'est entendu avec et on a encore une entente avec un entrepreneur qui est prêt à retravailler la cheminée. On est encore sur le dossier de cheminée et du seuil du porche de la porte. Donc, on sait au ministère d'aller plus loin. Actuellement, c'est nous, la Ville, qui sommes responsables des travaux. On a, au niveau du service d'urbanisme, on suit le travail. C'est Pierre-Olivier Gay qui est le responsable, qui travaille là-dessus, qui est en lien avec le ministère. Mais on nous a demandé des expertises supplémentaires sur la cheminée, mais il y a 3 cheminées pour cette maison-là. Là, on nous a demandé les 3 cheminées. On est en train de regarder ça. Ça a été retardé un peu, ce qui fait que l'entrepreneur a pris d'autres travaux. Et là, on attend et on est en lien avec lui. Ça s'en vient. On va faire des travaux, on l'espère on l'espère d'ici à la fin août, à réaliser les travaux de cheminée. Puis, Non, il n'y a pas de gicleur dans ce bâtisse-là. C'est sûr que nous, on a hâte que ces travaux-là se fassent parce qu'après ça, on va discuter des autres travaux qui sont plus importants. Mais ceux-là restent quand même importants. Mais comme je vous dis, c'est toutes sortes de choses. Il y a eu la pandémie. Il y a eu
évidemment, toute la discussion. On nous a demandé d'aller plus loin dans l'expertise, les discussions avec l'entrepreneur. Donc, on en est là. J'en ai parlé aujourd'hui avec Pierre-Olivier. C'est clair que nous, on est en lien direct avec le ministère, avec également le représentant de Mme Stein. N'importe quand, nous, on est en discussion avec eux. Et il y a une volonté positive de tout le monde. Et par contre, on est avec un bâtiment classé, puis il faut réaliser des travaux tels que le ministère le veut. Et il y a des demandes d'expertise fréquentes. Donc, on s'en vient avec quelque chose. Voilà. Ensuite, j'ai M. Jérémy Provencher, pardon. Ça concerne les arbres pour le chantier de la rue Racine. Quelles sont les mesures qui ont été prises initialement afin de protéger et conserver les arbres centenaires bordant la rue Racine? Que prévoyez-vous faire pour atténuer le déracinement et la mort annoncée de ces arbres? Mais écoutez, là-dessus, je pense que, en fait, déjà au départ, ces arbres-là nous préoccupent avant même les travaux. Parce qu'au départ, là, on prévoyait en couper plus que ce qu'il y a eu, là, qui s'est passé. Et c'est clair qu'on a même changé l'allure de la rue pour pouvoir sauver plusieurs de ces arbres-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est important de le dire, là, parce qu'on a eu des discussions là-dessus. J'ai même participé à certaines discussions là-dessus pour sauver ces arbres-là. Évidemment, à Baie-Saint-Paul, au cœur de la ville, ces arbres-là, c'est important. Nous, dans notre devis de construction avec l'entrepreneur, il y a des mesures qui sont normalement qui doivent être appliquées. Est-ce que toutes ces mesures-là l'ont été? Là, par exemple, il y a eu, on ne se le cachera pas, là, il y a eu certaines lacunes qu'on est à corriger. On a aussi été avec l'expertise de la coop de l'arbre là-dedans, sur certains aspects. Et on est encore avec cette expertise-là. On a envoyé dès ce matin, il y a eu des directives qui ont été envoyées à l'entrepreneur. On lui a rappelé donc les éléments qu'il y a dans le devis pour la protection des arbres, la protection des racines aussi quand on creuse. Donc, normalement, là, il devrait y avoir des mesures là, qui sont prises à ce niveau-là. Mais simplement dire que la santé de ces arbres-là nous préoccupe, c'est évident. Est-ce qu'on a à être plus vigilant? Je pense que oui. Je ne m'en cacherai pas, on a du travail à faire là-dessus, mais je pense que nous, on est confiants par contre. Moi, je vais vous dire, là, à la lumière de ce qu'on voit, de ce que j'entends, on est confiants de sauver tous ces arbres-là, je pense. On devrait pouvoir les sauver. Voilà. Là, de dire que c'est une chronique d'une mort annoncée, mais je pense pas que je pense qu'on prend... Il y avait des mesures prévues, il y en a quelques-unes qui ont été prises, mais on aurait pu faire plus, et là, on est à corriger les situations. Juste mentionner, M. Fortin, que moi, dans mon district, sur rue de la Lumière ou la route 362, il y a 1 an et demi à peu près, nous avions la même problématique. Et les gens, aujourd'hui, constatent que les mesures que nous avons prises ont fait en sorte que nous avons tous sauvé les arbres dont on disait qu'ils étaient en péril. Donc, les moyens ont été pris et je pense que la Ville va prendre aussi également les moyens, comme vous l'avez mentionné, pour faire en sorte de conserver l'ensemble de ces arbres avec tous les moyens qui nous sont donnés et nous sommes vigilants sur la question. D'autres? Oui, M. Fizette, sur ce sujet-là, là. OK. Absolument. Bon, je me chicane avec mon micro. Juste pour ajouter, OK, pour sécuriser tout chacun, la Ville de Québec, dans le quartier Montcalm, il y a des gros érables qui ont de la difficulté à faire le tour avec nos bras, là, qui sont situés dans les terre-pleins entre la rue et le trottoir. Quand ils fabriquent ou quand ils travaillent la rue, ils coupent toutes les racines du côté rue, ils coupent toutes les racines du côté trottoir, puis allez voir, ces arbres-là sont de toute beauté. Alors, mais ils sont traités en conséquence, puis ils sont désinfectés pour les cicatrices qu'ils commettent,
Puis ça va très bien. Les racines finissent par aller chercher là où ils ont besoin de leur énergie. Je voulais juste ajouter ça pour compléter ce que Gaston mentionnait, M. Duchesne a mentionné. Et donc, on comprend les citoyens d'être... c'est des arts magnifiques. C'est légitime, je pense, de s'en inquiéter. Et je pense que c'est important qu'on soit vigilant par rapport à ça. C'est clair. Puis plus on va l'être, mieux ça va être, je pense, à ce niveau-là. Oui, voilà. Je oui? vais quand même terminer les questions qui étaient Oui, on y va. Par rapport à... Oui, allons-y. Oui. En fait, toujours, M. Provencher se demandait quelle intervention a été effectuée auprès de la Ville. Vous venez de les mentionner. Oui. Okay. Puis, y a-t-il des inspections sur le chantier oui. De la part de la Ville? Oui. Oui, il y en a. Il y a un chargé, il y a un responsable de chantier qui est là en permanence. Okay. Je vais lire la question qui provenait de M. François Lessard, qui est en lien toujours avec les arbres. Est-ce que la Ville prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la survie et la bonne santé de nos grands arbres qui semblent durement affectés par les travaux en cours dans les environs de l'ancien hôpital? Est-ce que les ententes avec l'entrepreneur sont bien respectées? Puis, pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien d'obligation de la part du promoteur d'appliquer le devis, ce qui est le cas? Oui, puis je pense que, comme je l'ai dit tantôt, on est à s'assurer de certaines choses. C'est clair que il y a des messages qui ont été passés à l'entrepreneur de s'assurer de respecter les conditions du devis par rapport à ça. J'ai Mme Véronique Tanguay également qui m'a interpellée. J'aimerais savoir ce que la Ville compte faire pour obliger les entreprises Jacques Dufour à respecter la clause de protection des plantes inscrite dans le devis. En ce moment, il est facile de constater que rien n'est fait sur le terrain, ce qui menace la survie des grands érables argentés et des mélèzes présents. J'aimerais rappeler à nos élus que Baie-Saint-Paul souhaite devenir une ville vitrine pour lutter contre les changements climatiques. Connaissant tous les bienfaits des arbres pour le climat et la nécessité de préserver notre patrimoine naturel, ne serait-il pas primordial d'insister pour que la protection de ces grands arbres qui fournissent oxygène et fraîcheur au cœur de la ville soit faite dans les plus brefs délais? Mais je pense que le message est entendu. C'est sûr, là, il faut faire attention de dire qu'il n'y a absolument rien qui est fait, que l'entrepreneur... Tu sais, moi, je pense qu'il y a un souci. Il y a évidemment... il faut, nous, être vigilants. Ça, on ne peut pas l'enlever. Et il y a des mesures qui sont prises, qui vont l'être. Et... donc, nous, c'est clair qu'il y a une vigilance. Je le répète, là, on a des gens sur le terrain qui vont le suivre. Puis on a mandaté aussi la coop de l'arbre pour nous conseiller sur certains aspects. Donc, on veut le travailler, cet aspect-là. Je voulais souligner une petite affaire aussi. Quand on coupe, nous, dans notre politique aussi, quand on coupe un arbre, on en plante deux. Hein, on plante deux, c'est sûr, vous allez me dire, pas des grands arbres comme ça, puis avant, on ne les verra pas de notre vivant, nous, les grands arbres. Et, mais c'est la politique qu'on a aussi à chaque fois, là, on y tient. Mais notre objectif, c'est pas de le faire exprès, c'est quand on est vraiment obligé de le faire pour l'idée de couper. Puis notre objectif, je le répète, dès le départ de ces travaux-là, c'était de travailler à en conserver le plus possible. Question de Mme Thérèse Cunningham. Ça concerne l'audit de performance de la commission municipale. Quand on parle de municipalité sous audit de performance, que signifie audit? Là, je parle là-dessus, Mme Ménard. Vous avez fait des petites recherches là-dessus. J'aime autant pour être les vrais termes. Le processus d'audit, c'est un processus de vérification qui vise à optimiser les ressources à l'intérieur de la ville. C'est important de mentionner, comme on disait avec M. Fortin, c'est pas un processus d'enquête, c'est vraiment un but d'optimiser, puis c'est un but où est-ce que ça va amener des recommandations à la ville de façon à améliorer. Il faut voir ça comme un processus d'amélioration continue. Juste ajouter, M. Bouchard l'avait dit, je pense que Martin Bouchard l'avait bien exprimé l'autre jour, dans ce sens-là que vous venez de rappeler. Et l'autre aspect aussi, c'est que ça peut être transférable aussi. Ce qui est bon, ce qu'on fait d'intéressant, l'objectif, c'est de pouvoir que ça puisse, qu'eux s'en servent pour conseiller d'autres municipalités. Hein. C'est ça l'objectif qui est derrière tout ça aussi. Oui, continue. Comment se déroule l'audit? Quelles sont les personnes mandatées? Puis est-ce un processus qui est public?
C'est sûr comment se déroule l'audit. Là, il y a eu une rencontre physique puis des rencontres par visioconférence. On a transmis des documents à la commission municipale, puis il y a eu des échanges sur le processus budgétaire. Éventuellement, il va y avoir une autre rencontre, probablement après les vacances. Suite à ça, il y a un projet de rapport qui va être émis, sujet à échange toujours, pour en aboutir à un rapport final. Tout le déroulement, tout le processus, c'est confidentiel, mais quand on arrive à l'étape du rapport final, il doit être déposé à la séance publique du Conseil. Fait qu'à ce moment-là, les citoyens vont pouvoir être informés des recommandations de la Commission. Puis, Mme Cunningham se questionnait sur comment se fait le choix des municipalités. En fait, c'est sous la discrétion de la Commission qui sélectionne des municipalités. Ils nomment pas de critères, ils énumèrent pas leur façon de procéder, c'est vraiment discrétionnaire à la Commission. Puis ça, les audits de performance et de vérification, c'est nouveau depuis 2018. Depuis la loi 122. Fait qu'on est comme dans le début de tous les aspects, mais il y a plusieurs choses qui pourraient être analysées dans les municipalités. Nous, c'est le processus budgétaire qui a été ciblé. Et effectivement, je pense qu'il y a 3 municipalités à peu près équivalentes à Baie-Saint-Paul au niveau de la taille puis du budget qui ont été choisis. Puis, écoutez, l'objectif, c'est bien important de le dire, c'est d'être capable de nous dire quels sont nos bons coups, puis peut-être les choses qu'on a améliorées. Il ne faut pas le voir. Je pense que même, ça peut être un plus, même, pour la ville, ce type et les autres, effectivement. Ensuite, 4e question, quand la bibliothèque fonctionnera-t-elle de façon normale, c'est-à-dire quand les lecteurs pourront circuler pour choisir leur volume? C'est à compter de demain, il va y avoir les rangées vont être accessibles aux lecteurs avec un tracé, avec des flèches, bien entendu, puis bien, c'est l'horaire d'été qui s'applique. 5e question. Le 16 mars 2020, une pétition signée par les locataires de la résidence au Jardin du Gouffre a été remise au président du CA. Qu'est-ce qui en résulte? Une rencontre a eu lieu avec le CA et on a pris en compte les demandes qui ont été faites. Et comme je vous l'ai mentionné au Conseil, on a fait venir, pour ne pas le mentionner, la compagnie Tremblay, pour valider l'ensemble des problématiques concernées et on a effectué les réparations d'usage. Et comme nous sommes en pandémie et que les résidents ont en majeure partie 70 ans et plus, nous devons appeler les personnes pour être rentrés dans leur domicile et faire les rénovations. Et en plus, c'est que nous avons mis en contact personnellement avec M. Tremblay de par son cellulaire lorsqu'il y a un problème quelconque par rapport à les odeurs que je vous ai mentionnées. Et ils peuvent téléphoner à M. Tremblay directement pour qu'il aille constater directement le plus tôt possible sur les lieux pour valider les odeurs en question. Et on ne peut en faire plus, mais l'ensemble des vérifications ont été faites et les réparations ont eu lieu également. Quand vous parlez de la compagnie Tremblay, c'est Tremblay et Frères Plomberie et Réfrigération. OK, c'est beau. Non, mais c'est juste préciser parce que... Ah, ben oui. D'autres questions, Mme Ménard? Non, ça va. Donc, moi, je regardais, mais ça, j'ai-tu autre chose? Non. OK. Donc, ça va pour les questions du public. C'est beau. Sinon, ben, il me reste, écoutez, notre rencontre serait complétée. Simplement rappeler, puis là, je sais que je l'ai dit avant la réunion, normalement, avec public, on inviterait les gens ici en septembre. Je ne sais pas si on ira en septembre, là, pour que tout le monde revienne de vacances, qu'on s'ajuste et qu'on soit prêt à vraiment fonctionner là-dessus. Non, la question du masque, là, comme d'autres ont dit, dans les édifices publics, ça, c'est ce qu'on est à voir. Est-ce que la ville de Baie-Saint-Paul est considérée? Je pense que oui. L'hôtel de ville est un édifice public, donc
un milieu fermé, donc les gens qui viennent ici vont devoir porter le masque. Ben, c'est ce qu'on en comprend. Là. Et, M. Fortin, il y aura peut-être du développement d'ici le mois de septembre aussi, dans l'ensemble du dénouement de la COVID. Ben là, Mme Ménard me dit que les unions municipales, de toute façon, suivent la chose et nous publient souvent des guides, des façons de faire. Et vous savez, souvent, on est en lien avec, comme pour la bibliothèque, on est en lien avec le réseau Biblio, comme pour les camps de jour, on a beaucoup avec les associations de loisirs. Vous savez, on a des regroupements, des organisations municipales, souvent qui nous aident on a nos ressources à nous qui travaillent fort, mais on a aussi des organisations là, qui peuvent nous conseiller à ces niveaux-là. Mais ce qu'on peut faire, c'est inviter la population à suivre les médias, à suivre nos médiums à nous, hein, notre site web, on a une page Facebook, à suivre tout ça pour avoir une meilleure idée là, de l'évolution de la chose. Ça va? Sinon, oui, proposition de levée de l'Assemblée, Mme Lamy, M. Goudreau, appui. Merci bien, bonne soirée et bonne continuité d'été à tout le monde. Bonne pour ceux qui en prennent. Dont moi, à partir de demain.